dans cette guerre des images, de communication, même avec d'un côté le président russe et de l'autre le président ukrainien. Oh, mais même, ce ne sont pas les seuls à faire la guerre avec ces images. Le mot fake news, l'expression fake news, elle revient dans la bouche des politiciens des deux côtés et des trois côtés, enfin, côté des États-Unis, côté des francophones. On retrouve régulièrement ce terme qui porte en général sur des images. Alors bien sûr, pas que c'est des images, sur des événements, mais les événements ont d'autant plus de force qu'il y a des images qui sont là pour les illustrer et ensuite chacun cherche à voir si ce sont des bonnes images, des fausses images. Très intéressant, il y a certains journaux qui ont des lives et qui chattent avec les lecteurs et les lecteurs souvent interrogent, est-ce que cette image elle est vraie, mais qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est celui qui a pris la photo, qui c'est qui a pris la photo. On voit que les gens sont préoccupés de ça et c'est bien. On se rend compte que ce sont souvent les mêmes images qui circulent ou alors quand elles sont très différentes, c'est là qu'on commence à douter un peu de leur origine, peut-être parce que c'est très difficile pour les professionnels d'avoir des images actuelles du conflit en Ukraine. On a très peu de journalistes qui sont sur le front parce qu'ils risquent leur vie, parce que les accès sont difficiles, parce que c'est dangereux. Et les réseaux sociaux aussi, ils changent la donne. Ils changent la donne ou peut-être il l'amplifie. Je suis assez frappée. J'ai vu passer sur Twitter des dénonciations de fake news. Alors souvent la dénonciation prend la forme visuelle suivante. À gauche, l'image avec les textes, et puis à droite, l'image d'origine ou prétendument d'origine. Et à chaque fois, celle que je suis passée le plus souvent, c'était une dénonciation de fake news venant de CNN. Alors, je ne suis pas allée vérifier sur CNN si effectivement c'est CNN qui avait posté l'image qui prétendait que tel monsieur avait perdu sa maison alors que le monsieur en question c'était une photo de 2011 ou 2014, j'en sais rien. On a l'impression que ces réseaux sociaux se battent contre une certaine information officielle dont ils voudraient démonter le mensonge ou au contraire prouver le bon, le bien fondé. J'ai tendance à dire aussi, ça c'est le côté universitaire, d'encourager à chercher, à comparer, à ne se contenter de rien, à toujours confronter ce qu'on voit avec ce qu'on a vu avant, à cultiver sa mémoire, à s'interroger sur qui produit une image, qui la diffuse, qui la rediffuse, d'où ça vient, à devenir peut-être des érudits de l'information. En tant qu'universitaire, quel regard vous portez sur cette guerre des images? Alors, moi je suis historienne et je travaille sur une période longue qui commence au 19e siècle. Et c'est justement à cette époque que les guerres d'images ont commencé, à l'époque de la guerre de Crimée notamment. C'est à l'époque où on a inventé, entre guillemets, on a créé la Croix-Rouge, parce qu'on a vu des images de gens morts sur le champ de bataille et dans des souffrances épouvantables. La guerre des images, elle est dangereuse, mais aussi elle peut avoir des bons effets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un des bons effets de la guerre des images, c'est que les gens se mobilisent pour accueillir tous ces Ukrainiens, ces Ukrainiennes. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut avoir confiance aussi dans notre capacité de recul, dans notre capacité à comparer. J'ai tendance à penser aussi que des images dont on pense souvent qu'elles sont légitimes, elles sont pas si neutres, parce que nous sommes jugés partis. On reste du côté occidental, on va dire. Donc il faut être vigilant.